Bonjour à tous, merci de nous rejoindre en direct sur Public Sénat et en direct du Sénat. Dans un quart d'heure, vous allez pouvoir suivre sur notre antenne les questions d'actualité au gouvernement. Beaucoup de questions aujourd'hui qui sont des suites à l'affaire Jérôme Cahuzac. Également une interpellation du groupe communiste sur les réponses à apporter à la crise économique. Et puis des questions sur les paradis fiscaux, la lutte contre l'évasion fiscale. On va voir tout ça en direct sur notre antenne dans un quart d'heure. Mais tout de suite, Alain Vidalies, le ministre chargé des relations avec le Parlement, est avec nous sur ce plateau. Bonjour. 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 Philippe Marini, le président de la Commission des finances du Sénat, et Gilles Carrez, président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, vont à Bercy cet après-midi pour vérifier les informations de Valeurs Actuelles. Ce journal publie des infos selon lesquelles Pierre Moscovici, le ministre des Finances, aurait été au courant depuis le début du mois de décembre, aurait même lancé une enquête sur l'affaire Jérôme Cahuzac dès début décembre, après les informations de Mediapart. Oui, d'abord, sur l'information elle-même de Valeurs Actuelles, Pierre Moscovici a totalement démenti, il faut quand même le préciser, en disant que ça n'avait aucune consistance et qu'il allait probablement donner les suites judiciaires nécessaires. Quant aux démarches faites par les présidents des commissions des finances ou le rapporteur du budget, ils ont parfaitement le droit, évidemment, c'est dans le cadre de leur fonction. Et le gouvernement entend, sur cette affaire, jouer la transparence puisqu'il y aura une commission d'enquête parlementaire. Et je pense qu'il vaut mieux une commission d'enquête parlementaire que les vociférations que l'on entend ici ou là, notamment à l'Assemblée nationale. Mais les présidents des commissions des finances et de l'Assemblée nationale et du Sénat peuvent obtenir sur place à Bercy tous les documents? Ils ont le droit. Ils ont tous les pouvoirs. Expliquez-nous. Ils ont un droit particulier qui est de pouvoir vérifier sur pièce un certain nombre de choses. Ils vont l'exercer et c'est tout à fait normal. Et pas de commentaires à faire. Jérôme Cahuzac, depuis 2 jours, distille quelques informations sur sa vie, depuis qu'il a quitté le gouvernement. Il s'estime traqué. Il n'exclut pas non plus toujours son retour à l'Assemblée nationale. Vous n'avez aucun moyen de l'empêcher de revenir à l'Assemblée? Juridiquement, non, puisqu'il a le droit de revenir. Moralement, je pense que c'est tout à fait impossible. C'est à lui de décider. Il n'a pas rendez-vous avec les parlementaires, il a rendez-vous avec ses juges. Il a une date fixe, au-delà de laquelle 19 avril, il doit prendre sa décision. Jean-Luc Mélenchon n'en finit plus de critiquer le gouvernement. Il parle aujourd'hui d'un gouvernement à la ramasse, alors que plusieurs ministres ont critiqué ces derniers jours la politique menée en matière économique. Qu'est-ce que vous lui répondez à Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui? Heureusement que vous me précisez que c'est lui, parce qu'à entendre cette formule-là, comme celle qu'il utilise ces derniers jours, je ne mettrai pas forcément comme auteur Jean-Luc Mélenchon, compte tenu de son histoire. Donc, vous mettriez qui? Écoutez, c'est des mots qui sont prononcés par des opposants, voire par des opposants extrêmes. Donc, je lui laisse la responsabilité. C'est ce que vous voulez dire? Voir à l'extrême droite? Écoutez, parfois, il y a de la confusion, effectivement, entre les thématiques qu'il utilise. Le tous pourri, c'est pas normalement dans la voix d'un responsable de gauche que l'on entend ces propos. Il fait le jeu de Marine Le Pen. Il fait son jeu, je ne confonds pas, il a une histoire, mais justement, je préférerais qu'il soit fidèle à son histoire que d'utiliser les termes qu'il utilise aujourd'hui. Mais sur les lignes divergentes au sein du gouvernement, sur la ligne Montebourg, qui s'oppose à celle de la ligne du Premier ministre, est-ce que ça peut durer longtemps encore au sein du gouvernement? Il n'y a pas 2 lignes à l'intérieur du gouvernement. Le président de la République l'a rappelé, il n'y a qu'une politique économique, et c'est cette politique économique qui sera menée. Maintenant qu'il y ait des interrogations, le président de la République lui-même a bien rappelé, notamment sur la question de la politique économique et notamment de la politique européenne, qu'il y avait aujourd'hui nécessité de ne pas s'enfermer dans l'austérité comme étant un horizon indépassable, mais qu'il y avait de la rigueur parce que c'était un passage obligé, mais que l'objectif c'était bien celui qui était l'objectif du candidat François Hollande et qui est l'objectif du président de la République, c'est-à-dire le retour à la croissance. Mais est-ce que les interrogations, les états d'âme des ministres doivent être publics? Non, mais les états d'âme et les interrogations... Parce qu'il y a Arnaud Montebourg, mais il y a eu aussi Cécile Duflot, il y a eu Benoît Hamon cette semaine. Si vous regardez bien les questions qu'il pose, peut-être avec un peu plus de tonicité, c'est aussi des questions qui peuvent s'intégrer dans ce qu'a dit le président de la République lui-même, et ce qui compte, c'est la parole du président de la République. Les débats ici au Sénat s'éternisent autour du
projet de loi mariage pour tous, alors que la situation économique et sociale des Français devient de plus en plus urgente. Est-ce que c'est bien raisonnable de privilégier ce genre de texte au Parlement? Je ne vois pas ce qui nous obligerait à choisir entre le social et le sociétal. Il y a un texte, c'est pas nous qui décidons. Il y a peut-être des Français qui sont dans des situations très précaires et qui préféraient qu'on choisisse des solutions sociales plutôt que sociétales. Eh bien, écoutez, à ce moment-là, il suffit de renvoyer la question à ceux qui font durer le débat ici, car plus tôt le débat sur cette question que vous avez l'air de considérer comme d'une petite importance sera terminé, plus tôt on passera... Non, j'ai dit que ce n'était peut-être pas l'urgence. Mais ça, c'est possible. Mais dans tous les cas, plus tôt ça sera fini, plus tôt on passera au texte sur la sécurisation de l'emploi, qui est un texte social, un texte sur le pouvoir dans l'entreprise, un texte qui intéresse des salariés qui aujourd'hui n'ont pas de droit. Je parle notamment aux mutuelles, et donc c'est le texte qui viendra prochainement au Sénat. Que l'on regarde vers ce texte-là, je le souhaite aussi. Qui arrive en milieu de semaine au Sénat, effectivement, ce texte. Selon vous, selon vos calculs, quand va intervenir le vote définitif sur le projet de loi mariage ici au Sénat? Vendredi, samedi? Peut-être cette nuit? Les sénateurs exercent leurs droits. Il n'y a pas de pouvoir de contrainte au-delà des textes réglementaires. Et donc, ça sera ou cette nuit, ou la nuit prochaine, ou la nuit d'après. Dans tous les cas, que le débat aille jusqu'au bout et que personne ne sorte de ce débat en étant frustré. Le gouvernement laissera le débat aller jusqu'au bout parce qu'il y a au Sénat depuis hier sur la possibilité que le gouvernement utilise l'article 44.3, le vote bloqué sur une partie du texte, notamment sur les articles additionnels qui ont été renvoyés à la fin de la discussion. Mais le vote bloqué, c'est une procédure parlementaire, ça n'empêche pas la discussion. Qui est rarissime. Rarissime, je ne crois pas. La dernière fois qu'elle a été utilisée, c'était lors du texte ici au Sénat sur les retraites. C'est une disposition, oui. En général, c'est mal vécu par les parlementaires quand le gouvernement dégaine cette arme. C'est une disposition constitutionnelle qui n'est pas utilisée a priori, qui est aujourd'hui dans le débat, mais comme vous le disiez, si les choses deviennent impossibles et si le calendrier n'est pas tenu, il ne faut pas l'exclure. Mais dans tous les cas, ce n'est pas à l'heure où on parle l'état d'esprit du gouvernement. Non, mais il se pourrait en tout cas que vous utilisiez cette arme si ça traîne encore. Je ne vais pas dire que l'on va renoncer à exercer des possibilités que la Constitution nous donne et qui sont loin d'être exceptionnelles. Il y a de plus en plus de textes, de projets de loi ou de propositions de loi qui sont annoncés un peu comme prioritaires. On sent un encombrement parlementaire majeur. Alain Vidalies, vous qui êtes chargé des relations avec le Parlement, comment vous en sortez? Quels vont être les grands textes? Quelles sont vos priorités d'ici l'été? Les textes sont annoncés. Je partage avec vous l'idée qu'on va avoir du mal quand même à tenir le calendrier d'ici l'été, non? Non, on va le tenir. Nous allons siéger jusqu'au 26 juillet. Par rapport aux textes qui sont en cours et aux textes annoncés, nous n'allons pas faire de tri et nous aurons la possibilité, sans rajouter d'autres textes, sauf celui sur la transparence, qui est quand même l'initiative récente et importante du président de la République, l'ensemble de ces textes devraient pouvoir être examinés dans le calendrier jusqu'à la fin juillet. Et vous maintenez un congrès à la fin du mois de juillet? Ça, c'est une décision qui appartient au président de la République. Elle est assez vraisemblable puisque dans le circuit, il y a des réformes constitutionnelles et notamment une importante dans le climat d'aujourd'hui, qui est la réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Mais vous dites assez vraisemblable? C'est une décision du président de la République, donc je ne peux pas m'arroger ce pouvoir, mais vous avez compris que c'est une quasi-certitude. Quant à la loi sur la moralisation de la vie publique, quand va-t-elle venir en examen au Parlement? Elle vient devant le Conseil des ministres le 24 avril. Voilà, la date n'est pas totalement fixée, mais aux environs du 20 mai, ce texte devrait être examiné devant l'Assemblée nationale et ensuite au Sénat. Est-ce que vous pensez que les mesures qui ont été annoncées par le chef de l'État cette semaine vont suffire à restaurer la confiance vis-à-vis des Français? Est-ce qu'elles vont suffire à restaurer la confiance? Je pense qu'on a une question qui est une question préalable. C'est restaurer la capacité d'écoute des Français par rapport à la parole publique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a scepticisme, une suspicion même parfois vis-à-vis de la classe politique, et donc je crois qu'il faut bien... 77% des Français qui pensent que leurs élus sont plus ou moins corrompus. Exactement, et ça ne correspond en rien à la réalité, et donc il y a un passage obligé, c'est de restaurer, il faut bien comprendre que c'est ça l'objectif. Et ça passe par une transparence absolue? Mais si les Français ont cette suspicion, répondons-le, c'est notre responsabilité. Et notre responsabilité aujourd'hui, c'est de rétablir au moins cette capacité d'écoute, et j'ai envie vraiment d'attirer l'attention de tout le monde, ce n'est pas une question simplement pour le gouvernement ou pour la majorité. C'est une question pour tous les responsables des partis politiques républicains. Mais certains, y compris dans votre camp, je pense évidemment à Claude Barthenol, le président de l'Assemblée nationale, qui n'aime pas tellement cet air de soupçon généralisé. Pour lui, cet excès de transparence renforce au contraire le soupçon. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je pense que si aujourd'hui, parce que
il y aurait le risque de des excès de transparence. On renonçait ou on ne répondait pas à la suspicion. Alors pour le coup, on pourrait prendre le risque, j'ai envie de dire, de continuer à parler dans le vide. C'est ça le problème qui est posé aujourd'hui. Oui, mais lui, il a peur que par ces mesures, on jette, je reprends ses propos, les députés en pâture. Oui, mais à l'opinion publique. Ça dépend. Est-ce que tous les politiques doivent payer finalement pour les excès, pour la fraude d'un seul homme? Enfin, la transparence, c'est simplement dire quel est l'état du patrimoine, alors que les Français se posent des questions. Bien, je crois qu'aujourd'hui, puisqu'on le sait, on sait qu'il y a cette suspicion, alors il faut y apporter des réponses. Rien ne serait pire que de rester spectateur par rapport à une opinion publique qui, en fait, n'écoute plus aujourd'hui les responsables politiques, quels qu'ils soient. Est-ce qu'on va aussi vers l'interdiction de certains mandats avec le cumul de professions? Et lesquels? Oui, c'est aussi, tout le monde a à l'esprit le fait que c'est peut-être pas tout à fait normal qu'un parlementaire soit en même temps avocat d'affaires. Il y a un certain nombre de situations auxquelles aujourd'hui il faut répondre parce qu'elles nourrissent la suspicion dont on a parlé tout à l'heure. Et donc c'est ça l'objectif. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi d'uniformisation du corps de métier d'origine des parlementaires? On a vu que par exemple ici, en 20 ans au Sénat, on est passé d'une proportion de 20% de sénateurs fonctionnaires à 50% aujourd'hui. Est-ce que tous les élus parlementaires vont être des fonctionnaires? Je ne connais pas la statistique précise pour le Sénat, mais à l'Assemblée nationale, elle est plutôt dans l'autre sens. Donc c'est pas choisir que des fonctionnaires. Et il y aura des gens qui continueront à pouvoir exercer leur métier. Mais les métiers sur lesquels il y a potentiellement un conflit d'intérêts, chacun le comprend bien, ces métiers-là ne peuvent pas être exercés. Enfin, être parlementaire, c'est un métier à plein temps. Que certains puissent continuer parce que c'est leur activité et qu'il faudra bien qu'ils la fassent après à avoir cet exercice professionnel, naturellement, c'est vrai. Mais on peut être avocat d'affaires avant, avocat d'affaires après, pas nécessairement, de mon point de vue et de notre point de vue, pendant le mandat. La limitation du cumul des mandats, ça viendra quand en examen, ici au Sénat et à l'Assemblée nationale? La date définitive n'est pas fixée, mais plutôt début juin, ici au Sénat. Très bien, écoutez, merci beaucoup Alain Vidalies d'être venu en direct sur notre antenne. Je vais vous laisser rejoindre l'hémicycle du Sénat puisque dans quelques instants, effectivement, nous allons suivre les questions d'actualité au gouvernement. Avant de suivre cette séance, nous allons retrouver Delphine Girard, notre journaliste qui se trouve dans la tribune de presse. Delphine, puisqu'après les questions d'actu, reprendra le projet de loi sur le mariage pour tous. Faites-nous un petit point, on en est où sur ce texte ici? Eh bien, les débats s'enlisent toujours, Perrine, puisque ce matin, après une semaine de discussion, les sénateurs vont seulement aborder cet après-midi l'article 4 de ce projet de loi qui en compte 23. Alors, il faut dire que les esprits s'échauffent encore ce matin. Il y a eu un incident de séance entre le sénateur UMP de la Vendée, Bruno Retailleau, et la sénatrice écologiste du Val-de-Marne, Esther Benbassa. Nous n'avons pas les mêmes couleurs politiques. D'ailleurs, nous n'avons pas d'autres couleurs non plus en commun à lancer Bruno Retailleau à l'adresse d'Esther Benbassa. Rappel au règlement de Jean-Vincent Placé, le président du groupe écologiste. Vous faites de la provocation idéologique, a-t-il lancé? Il y a eu une suspension de séance. Bruno Retailleau s'est à demi-mot excusé. Il a dit qu'il parlait en fait de la couleur des cheveux d'Esther Benbassa. Enfin, tout cela signifie quand même qu'il y a une certaine tension qui règne ici depuis le début de l'examen de ce projet de loi. Il faut dire que la droite use de toutes les procédures parlementaires pour retarder les débats. Il y a d'abord eu 4 motions, puis des rappels au règlement, puis des multiplications de prises de parole à chaque fois qu'il y a des articles qui sont discutés ou encore de nombreuses explications de vote, des suspensions de séance. Et puis encore ce matin, pour la 4e fois consécutive, la droite a demandé la vérification du quorum. Alors tout cela crée un certain climat de tension. Alors est-ce que la gauche va souhaiter raccourcir les débats? A priori, le groupe socialiste s'est réuni ce matin. Il souhaite laisser libre cours au débat. En tous les cas, votre invité, le ministre en charge des relations avec le Parlement, est peut-être moins sûr. Il y aura peut-être un vote bloqué. En tous les cas, on verra bien ce qu'il en est tout à l'heure à la reprise des débats. C'est à 16h15. Mais en attendant, Perrine, je pense que les questions d'actualité au gouvernement vont débuter. Merci Delphine. Effectivement, je le disais tout à l'heure, 2-3 questions qui font suite à l'affaire Jérôme Cahuzac, avec notamment des questions autour de la lutte contre l'évasion fiscale, également une interpellation du groupe communiste sur les réponses à apporter à la crise. On va tout de suite dans l'hémicycle pour suivre en direct ces questions d'actu. On se retrouve après ici avec nos invités. À tout à l'heure. La question de même que là où le ministre pour sa réponse dispose, et j'insiste, chacun de 2 minutes 30. La parole est à monsieur André Gattolin pour le groupe écologiste.
Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Madame la Ministre, le Président de la République effectuera son premier voyage officiel en Chine les 25 et 26 avril prochains. Nous ne disposerons pas encore d'un ordre du jour précis, mais il semblerait que ce déplacement vise notamment à stimuler les relations commerciales entre nos deux pays. De fait, ce sont des enjeux importants, mais il ne doit cependant pas en occulter d'autres, en particulier ceux qui se rapportent au respect des libertés civiles et des droits humains auxquels notre pays a toujours été très attaché. À ce sujet, et sans réduire la question des libertés en Chine à ce seul point, la situation actuelle du Tibet est particulièrement préoccupante. Depuis février 2009, 112 Tibétains se sont immolés par le feu pour protester contre les atteintes graves aux droits humains au Tibet. Ce décompte macabre évolue malheureusement de jour en jour. Il traduit le désespoir absolu d'un peuple qui refuse de voir sa culture et son avenir annihilés. Depuis de nombreux mois, l'accès à cette région est totalement fermé aux étrangers, qu'il s'agisse de diplomates, d'organisations humanitaires, de journalistes ou de simples voyageurs. Inquiet de cette situation, le Sénat, à l'initiative de son groupe d'information sur le Tibet, a adopté le 27 novembre dernier une résolution relative à l'action européenne en faveur de la protection des droits au Tibet. Cette résolution met notamment l'accent sur un recours disproportionné à la force face aux manifestations au Tibet et sur l'impasse actuelle des pourparlers entre le gouvernement chinois et les émissaires du Dalai Lama. Elle demande aussi au haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de confier au représentant spécial de l'Union pour les droits de l'homme, M. Lambrinidis, un mandat pour faire de la question tibétaine une priorité de son action. La France n'est pas la seule à se préoccuper ainsi de la situation et plusieurs autres pays ont également voté des résolutions allant dans le même sens. Cette semaine, lors d'un voyage officiel en Chine, la première ministre australienne n'a pas manqué d'exprimer auprès du président Xi Jinping sa vive préoccupation quant au respect des droits de l'homme en Chine et au Tibet en particulier. Ma question, Madame la ministre, porte donc sur 3 points précis. Premièrement, le président de la République entend-il lui aussi évoquer avec son homologue chinois la question des droits de l'homme en Chine et à l'intérieur du Tibet? Deuxièmement, le président est-il favorable à une médiation européenne telle que proposée par la résolution du Sénat? Enfin, le président François Hollande envisage-t-il, dans un avenir proche, de recevoir le Dalai Lama en France ou, à tout le moins, M. Lobsang Sangay, Premier ministre de l'administration du Tibet en exil? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des Femmes, porte-parole du gouvernement. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, d'abord, je vous prie d'excuser l'absence de Laurent Fabius, retenu à la réunion des ministres du G8 à Londres. Monsieur le sénateur, la vague d'immolation qui a été observée en effet depuis le printemps 2011 maintenant dans les régions de peuplement tibétain en Chine suscite partout dans le monde beaucoup d'émotions et de tristesse. La France, à cet égard, s'est exprimée publiquement à plusieurs reprises pour faire part à chaque fois de sa préoccupation profonde face aux récents développements, pour rappeler à chaque fois son attachement au respect des droits de l'homme, son attachement à la liberté de religion, à la liberté de conviction, ainsi qu'à la préservation de la culture et des traditions tibétaines. La position de la France, monsieur le sénateur, est constante en ce domaine. Nous considérons que le dialogue entre les autorités chinoises et le Dalai Lama est la voie pour parvenir à une solution durable qui respecte à la fois pleinement l'identité culturelle et spirituelle tibétaine et en même temps dans le cadre de la République populaire de Chine. Le prochain déplacement du président de la République en Chine va être l'occasion de renforcer notre dialogue et notre partenariat dans tous les domaines. Ce partenariat, il est global. Il n'oublie aucun sujet. Il porte sur tous les thèmes d'intérêt commun et bien entendu, celui des droits de l'homme en fait partie intégrante. Dans ce cadre, sachez qu'aucun sujet n'est exclu, que toutes les questions seront abordées dans un esprit de franchise et de respect mutuel. Au niveau européen, enfin, monsieur le sénateur, la situation des droits de l'homme en Chine, en particulier dans sa dimension tibétaine, est très régulièrement abordée dans les institutions de l'Union européenne, qui s'est d'ailleurs dotée d'un représentant spécial pour les droits de l'homme, ainsi qu'avec l'ensemble des États européens. Par ailleurs, la situation au Tibet est évoquée lors de chaque session du dialogue euro-chinois sur les droits de l'homme, et nous continuerons, nous sommes décidés à le faire, notre action sur ce point de concert avec chacun de nos partenaires européens.
Une dernière question que vous posiez, monsieur le sénateur. Le projet de visite du Dalai Lama en France, sachez que pour le moment, nous n'avons pas connaissance d'un tel projet. Je vous remercie. Merci, merci. La parole est à madame Éliane Assassi, madame la présidente, pour le groupe CRC. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, une crise politique grave se déroule dans notre pays. La démission du ministre du Budget, ses aveux de malversation ont mis en évidence l'imbrication étroite entre la finance et le domaine public, y compris le champ politique. Les sénatrices et les sénateurs communistes qui avaient déposé il y a 3 ans, le 1er juillet 2010, une proposition de loi constitutionnelle pour garantir l'indépendance du président de la République et des ministres vis-à-vis du pouvoir économique, approuvent sans réserve les mesures qui permettront d'assurer la transparence et d'éliminer, c'est cela l'objet, l'influence néfaste des financiers et lobbyistes sur les choix politiques, les choix économiques et les choix sociaux. Un élu ne doit pas tirer un profit personnel de sa fonction. La question de la publication des déclarations de patrimoine et d'intérêt se pose, mais reste à examiner de quelle manière pour ne pas tomber dans une surenchère voyeuriste. L'immense majorité des élus qui se dévouent pour leur population, qui participent au débat politique et idéologique, n'ont rien et n'auront rien à craindre en la matière. Mais cela n'est pas tout. Les hésitations actuelles montrent bien que l'essentiel est ailleurs. Le président de la République, en insistant sur le rôle des banques, la lutte contre les paradis fiscaux, a pointé un fait essentiel. C'est le libéralisme, la libre circulation de l'argent des capitaux qui est source de dérive, qui est source de corruption. Trop longtemps, nous avons été les seuls, au Parti communiste français et au Front de gauche, avec quelques personnalités, à dénoncer l'argent roi, l'argent qui corrompt. Il est temps aujourd'hui d'affronter le monde de la finance, cet ennemi sans visage hier dénoncé. Mesdames et Messieurs les ministres, montrer du doigt les banques est une bonne chose, car celles-ci profitent de la crise, vampirisent les États et les peuples, mais cela n'est pas suffisant. Il faut s'attaquer au système qui organise leur action. Seul un changement de cap en France comme en Europe peut redonner confiance au peuple et pas seulement quelques mesures de transparence. L'affaire dite Cahuzac est un symptôme du triomphe du libéralisme en Europe. C'est la démocratie qui est moralement atteinte par le pouvoir de l'argent. Nous vous demandons d'en prendre conscience en stoppant l'austérité maquillée en sérieux budgétaire, en mettant enfin le cap sur la croissance, la politique industrielle durable et sur l'emploi. Monsieur Moscovici, ministre de l'économie et des finances. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, Madame la Présidente Éliane Assassi, je vais répondre à votre question qui comportait en fait plusieurs tiroirs, avec toutefois, vous le comprendrez, une nuance d'emblée, qui est que je ne crois pas, et je ne peux même pas laisser dire ici, que nous sommes devant autre chose que la faute grave, impardonnable, que le mensonge d'un homme qui n'est le symptôme d'aucune autre chose. Ce n'est pas le symptôme d'une faute du gouvernement, ce n'est pas non plus le symptôme du libéralisme. Il faut savoir établir les responsabilités au niveau où elles sont. Mais pour le reste, cela a créé un choc, incontestablement. Et c'est à ce choc que le président de la République a voulu hier répondre par un autre choc, un choc de moralisation. Et c'est la raison, en effet, pour laquelle il a souhaité que la transparence se fasse jour sur les patrimoines, mais pas juste la transparence et le contrôle, à travers une autorité indépendante, présidée par une personnalité incontestable. Et pas seulement la transparence, également aussi la répression. Et puis, à côté de cela, il y a un deuxième aspect dans votre question, qui était la lutte contre certaines dérives de la finance. Nous avons commencé à la mener ici, quand nous avons voté ensemble la loi bancaire, qui pour la première fois, pour un pays, je ne parle pas seulement pour la France, a fait en sorte que l'on puisse aller demander aux banques ce que sont leurs activités, ce qu'est leur chiffre d'affaires, dans tous les pays du monde, y compris dans les paradis fiscaux. Et vous savez que le président de la République a insisté sur ce point fortement. Mais nous voulons aller plus loin. Quand j'ai proposé avec mes homologues allemands, italiens, britanniques, espagnols, qu'on adopte
ce qui existe aux États-Unis, FATCA, c'est-à-dire l'échange automatique d'informations. Nous allons loin, très loin. Enfin, il y a un dernier aspect dans votre question, qui est la politique économique que nous suivons. Je veux dire ici à tout le monde, à la représentation nationale, au Sénat, que cette politique, contrairement à ce qui est dit ici, n'est pas une politique d'austérité. Je combats l'austérité. Je combats l'austérité en Europe, car je pense en effet que si l'Europe n'est qu'une discipline punitive, l'Europe ne convaincra pas ses peuples. Je ne pratique pas, comme ministre de l'économie et des finances, une politique d'austérité en France sous l'autorité du Premier ministre et du Président de la République, car c'est une politique qui va au rythme qui est nécessaire et qui donne les marges de manœuvre, qui fait jouer les stabilisateurs automatiques quand la croissance est faible. Mais c'est une politique sérieuse. Et cette politique sérieuse, elle passe par le désendettement. Il y a un cap, comme l'a dit le Président de la République hier. Ce cap, c'est le sérieux. Il y a un objectif qui est la croissance. Il y a une exigence qui est l'emploi. Nous n'en dévierons pas. Merci. La parole à Monsieur Robert Tropeano pour le groupe du RDSE. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, la crise de la viande de cheval résulte de l'accumulation d'évolutions inacceptables au cours de ces dernières années, qui ont aussi conduit les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à manifester samedi dernier à Paris. Il faut rappeler que ces agents ont joué un rôle crucial dans la révélation de ces fraudes. Fraudes qui témoignent de pratiques peu scrupuleuses de l'industrie agroalimentaire, mais aussi de carences dans les réglementations françaises et européennes. Ces agents font un travail remarquable qui mérite d'être salué. Or, ils sont aujourd'hui gagnés par la colère et le découragement, et je crois qu'on peut les comprendre. Depuis 2007, 560 postes ont été supprimés. Résultat, les 3000 agents qui couvrent aujourd'hui l'ensemble du territoire national ne peuvent plus assurer correctement leurs 3 missions essentielles que sont la sécurité des consommateurs, leur protection économique et la régulation concurrentielle des marchés. Conséquence directe de la diminution drastique des moyens humains et financiers, le nombre de contrôles effectués par la DGCCRF est en chute libre. Ils ont baissé de 13% en 2012. Dans certains départements, le nombre d'agents a été divisé par plus de 3 depuis 2009. Pour rappel, dans l'Aude, département cher à nos collègues Courteau et Reynaud, dans l'Aude donc, où les fraudes dans l'affaire de la viande de cheval ont été constatées, un seul agent est affecté au contrôle alimentaire. La réforme de la DGCCRF, enclenchée en 2008, a de surcroît conduit à une désorganisation totale des services. Les agents sont désormais répartis entre les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des directions départementales de la protection des populations. À un organigramme particulièrement complexe s'ajoute l'absence d'une mise en réseau rapide et efficace des informations. Cette inertie, directement liée à la nouvelle organisation, affaiblit les conditions d'exercice des agents de la DGCCRF. C'est pourquoi il est indispensable de leur accorder des moyens supplémentaires, mais aussi un retour à une organisation plus efficace et plus cohérente. C'est une condition sine qua non pour permettre à la DGCCRF de remplir pleinement ses missions de service public, ô combien primordiales pour nos concitoyens. Alors, Monsieur le Ministre, quelles dispositions comptez-vous prendre pour permettre à la DGCCRF de fonctionner correctement et d'assumer pleinement ses missions de contrôle et de protection? Merci. Merci. La parole à Benoît Hamon, ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation. Monsieur le sénateur, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je vais essayer de vous répondre sur les deux plans que vous évoquez, à la fois la nécessité de renforcer les effectifs de la DGCCRF, de façon à ce que ces agents remplissent correctement leur travail sur le terrain, ils soient en capacité d'effectuer les contrôles qu'on leur demande, et en même temps, de quelle manière aujourd'hui renforcer les pouvoirs de cette administration, de façon à ce qu'elle fasse mieux respecter les procès-verbaux qu'elle dresse et les injonctions qu'elle fait aux différentes entreprises. La réalité, c'est que l'affaire dite de la viande de cheval a révélé quoi ? Elle a révélé aujourd'hui la réduction des effectifs sur le terrain présent
de la DGCCRF, conséquence d'un double mouvement. D'abord, la mise en œuvre assez absurde de la RGPP qui a amené à ce que, durant les 5 dernières années, hélas, 16% des effectifs de la DGCCRF ont été réduits et qu'on a perdu 16% des effectifs. Et je le dis parce que on peut vouloir avoir une politique de réduction de la dépense publique sans pour autant être sot sur le fait qu'il y a là des choix qui sont des choix prioritaires que de protéger les consommateurs contre la tromperie économique. Raison pour laquelle je me réjouis que le ministre de l'économie et des finances ait demandé cette année, pour l'année 2013, la stabilisation des effectifs de la DGCCRF, en dépit du fait que cette administration n'était pas prioritaire, qu'elles étaient toutes amenées à contribuer pour financer les créations de postes dans la police, gendarmerie et l'éducation nationale. Pas la DGCCRF, nous avons maintenu les effectifs. Nous avons maintenu les effectifs, mais nous devons aussi subir les conséquences de la REAT, c'est-à-dire l'organisation territoriale nouvelle que, là encore, le précédent gouvernement a souhaité, qui a séparé les missions en 2 niveaux territoriaux distincts et en même temps en 2 départements interministériels distincts. Résultat, nous avons aujourd'hui une désorganisation des services sur le terrain, une chaîne de commandement qui a été remise en cause et une baisse, je le dis bien, une baisse de 13,5% des contrôles sur le terrain. Or, la Commission européenne aujourd'hui demande ou exige des services de la DGCCRF qu'ils remplissent de nouvelles missions de contrôle. Nous avons nous-mêmes voulu que la filière viande et la filière poisson soient mises sous surveillance après l'affaire Spanghero, raison pour laquelle aujourd'hui nous souhaitons que ces effectifs soient revus et que l'organisation territoriale qui sera mise en œuvre dans le cadre du CIMAP tienne compte des défauts qui ont été hérités du précédent gouvernement. Dernière chose, sur les pouvoirs, et je suis content que vous l'approuviez, ça fait plaisir que vous reconnaissiez un tout petit peu vos erreurs. Mais je veux terminer sur le fait que je suis sûr que vous nous soutiendrez quand il s'agira de renforcer les pouvoirs de la DGCCRF. Vous qui êtes toujours champion pour donner la leçon à tout le monde, vous voterez le projet de loi consommation pour faire en sorte que demain, nous puissions avoir davantage de sanctions administratives, que l'on punisse les entreprises qui fautent et grâce à vous, le crime aura arrêté de payer. Je vous remercie. Merci bien. La parole à Monsieur Philippe Marini pour le groupe UMP. Monsieur le Président du Sénat, cette question s'adresse à Monsieur Pierre Moscovici. Monsieur le ministre, on nous a fait des annonces cette semaine dont beaucoup... Mes chers collègues, Monsieur le Président, sincèrement, il serait préférable que l'on puisse s'exprimer pour 2 minutes et demie, correctement et avec un minimum d'écoute. Monsieur le sénateur, vous avez 2 minutes 30, je vous en prie, allez-y. Monsieur le ministre, des annonces ont été faites. Beaucoup d'entre nous pensent qu'il s'agit d'une simple diversion par rapport à une situation très grave que le gouvernement n'arrive pas à gérer. Je voudrais dire que s'agissant de lutter contre les excès des paradis fiscaux, les annonces qui ont été faites sont excellentes dans leurs principes, mais qu'il faut aussi savoir utiliser les outils qui existent déjà. Or, à la suite de la crise financière, des réunions du G20, un réseau de conventions internationales s'est perfectionné, en particulier avec la Suisse. Ceci donnant lieu à la signature d'un avenant qui a été postérieurement, en février 2010, étendu par un échange de lettres entre les directeurs des administrations fiscales suisses et françaises. Cet échange de lettres vous aurait permis, Monsieur le ministre, d'interroger beaucoup plus largement que vous ne l'avez fait l'administration fiscale suisse pour savoir si, oui ou non, un certain docteur Cahuzac détenait bien, directement ou indirectement, des comptes en Suisse. Monsieur le ministre, pourquoi avez-vous limité votre question de manière étroite à la seule banque UBS? En second lieu, et alors qu'il était de notoriété publique, Monsieur le ministre, que d'éventuels comptes en Suisse avaient pu être déplacés vers Singapour, pourquoi n'a-t-on pas utilisé
la convention franco-singapourienne qui remonte à la même époque et qui permettait de s'assurer auprès de cet État qu'il y avait ou qu'il n'y avait pas de compte. Monsieur le ministre, vous avez bien voulu me répondre par écrit. Les réponses qui ont été faites ne me semblent pas épuiser le sujet, d'autant que ces réponses me paraissent aujourd'hui être éclairées par de nouveaux bruits, de nouvelles rumeurs, de nouvelles indications parues dans la presse qui, probablement, font que cette affaire n'en est qu'à ses débuts. Merci. La parole à Pierre Moscovici, ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le Président Marini, Mesdames et Messieurs les sénateurs, j'ai lu évidemment, j'ai entendu toutes les questions, mais aussi tous les raccourcis, toutes les simplifications sur ce qu'on appelle l'affaire Cahuzac. Je répète ici qu'il s'agit de la faute, du mensonge d'un homme, pas d'une responsabilité collective. Et prenez garde à ne pas tomber dans ce type de dérive. Je vois ce matin de nouvelles allégations dans un hebdomadaire, à droite, très à droite, très à droite. Je veux parler de Valeurs Actuelles. Allégations qui vous conduiront cet après-midi, vous êtes le bienvenu, à venir au ministère des Finances pour vérifier de quoi il s'agit. Mais je veux dire ici, avec la plus grande force, la plus grande fermeté, que ces allégations sont mensongères, que je les dément, que les mensonges, je les combats, et que je me réserve de donner suite de tout cela devant la justice. Pour le reste, je veux m'en tenir aux faits, puisque dans vos qualités, vous m'avez interrogé, et c'est légitime, Monsieur le Président de la Commission des Finances. C'est facile de réécrire l'histoire a posteriori. Il y avait bien, ici ou là, des analyses, mais une seule mise en cause existait. C'était celle de Mediapart, qui disait que Jérôme Cahuzac aurait possédé, début 2010, un compte à la banque UBS en Suisse, ensuite transféré à Singapour. C'est cette information-là, et celle-là seule, que l'administration fiscale a cherché à vérifier, à travers une convention d'entraide avec la Suisse. J'ai déjà répondu sur le champ de notre demande d'entraide. Nous avons interrogé sur la banque UBS, car nous n'avions pas d'éléments à cette date qui permettaient de viser d'autres établissements financiers. Et sur ce point, vous évoquez un avenant. Mais cet avenant, contrairement à ce que vous dites, il est plus restrictif que la Convention sur ce point-là. Il ne permettait pas d'évoquer des circonstances ou des conditions exceptionnelles. Nous avons demandé aux autorités suisses, et personne ne l'avait fait avant nous, personne, aucun gouvernement, de remonter loin dans le temps, jusqu'en 2006, date de la prescription fiscale. Nous avons demandé, pour ce qui concernait non seulement M. Cahuzac, mais des ayants droit, ça pouvait être des intermédiaires. Nous avons demandé aussi s'il y avait eu transfert. Et sur tous ces points, je dis bien tous ces points, la réponse des autorités suisses, elle est claire, nette, précise, négative. Alors, je dis qu'ensuite, tout a été transmis à qui de droit? D'abord à la police judiciaire, puisqu'il y avait une enquête. Ensuite, quand vous l'avez demandé à vous-même, dans votre qualité de président de la Commission des Finances. Alors, pour terminer, mesdames et messieurs les sénateurs, permettez-moi de m'adresser à vous un peu personnellement. Dans cette affaire, l'administration fiscale a fait tout ce qu'elle pouvait. Elle a fait tout ce qu'elle devait, dans le respect du droit, et c'est fondamental. Elle a été, comme toujours, remarquable, honnête, vigoureuse, rigoureuse. Et prenons garde à essayer de transformer la faute d'un homme en attaque contre un gouvernement ou contre un ministre intègre, à ne pas salir cette administration qui est une des plus capables du monde, une des plus compétentes, que je suis fier aujourd'hui de diriger avec Bernard Cazeneuve. Merci, Monsieur le Ministre. Je veux dire un dernier mot, Monsieur le Président, si vous le voulez. Vous savez, Sophocle disait « Il n'est pas de chose plus blessante qu'un reproche injuste. Mais quand on n'a rien à se reprocher, on affronte les reproches avec fermeté. C'est ce que je fais. » Merci. La parole à Madame Nathalie Goulet pour le groupe UDI-UC. Merci. La parole à Madame Goulet. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adressait au Premier ministre, mais ce sera Monsieur Moscovici qui me répondra. En mars dernier, le Sénat a fait, à la demande du groupe CRC, qu'il faut remercier, sous la présidence de Philippe Dominati et grâce à Éric Bocquet, excellent rapporteur, un travail absolument remarquable de plus de 2000 pages sur un rapport d'information sur l'évasion et la fraude fiscale.
Nos auditions ont été largement médiatisées, nul ne pouvait ignorer ces conclusions et 61 propositions préconisées pour lutter contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale, la lutte contre les territoires non coopératifs et donc les paradis fiscaux. C'est ainsi que certains d'entre nous ont tenté, pendant le projet de loi de finances rectificative, d'insérer quelques dispositions, puis pendant le projet de loi de finances, toujours sans succès, et que lors des débats que nous avons eus le 3 octobre dernier dans le cadre de la procédure de contrôle, c'est Madame Escoffier, remarquable ministre, qui était au banc, preuve sans doute de l'intérêt que Bercy porte à nos travaux. Aujourd'hui, l'affaire Cahuzac crée un climat maccarthiste qu'il ne faut à aucun prix alimenter par des mesures prises sous le coup de l'émotion. La question de la fraude fiscale, amalgamée à celle de la moralisation de la vie publique, crée un climat délétère, regrettable à l'égard de tous les élus, qui, dans leur très grande majorité, ont le sens de l'État, de l'intérêt général et dont l'activité, il faut le savoir, est déjà très encadrée. Ce qui n'est pas le cas des banques, de certaines entreprises, y compris celles dont l'État est actionnaire, qui, elles, usent et abusent de paradis fiscaux et de schémas d'optimisation fiscale en toute impunité. Les annonces du président de la République, de ce point de vue, vont dans le bon sens. Ma question est simple, Monsieur le ministre, et légitime. Si on prend en considération le travail accompli par notre Haute Assemblée et en même temps le degré de frustration que nous avons tous, les membres de cette commission d'enquête, de voir notre travail négligé. Pourquoi n'avez-vous pas pris depuis le mois de juillet le temps de mettre en application certaines mesures? Beaucoup d'entre elles sont du domaine réglementaire, de bon sens et peu onéreuses. Le projet de loi annoncé pour le 24 avril va arriver. Pouvez-vous nous donner des détails, nous assurer qu'il prendra en compte le travail de notre Haute Assemblée, marquant ainsi une volonté forte d'endiguer ce fléau qu'est l'évasion fiscale? Je vous remercie. Merci. Monsieur Pierre Moscovici. Madame la sénatrice Nathalie Goulet, je vous remercie de ne pas contribuer au climat que vous appelez maccarthiste, qui peut régner ici ou là. Je m'associe également aux compliments que vous faites à Madame Escoffier comme ministre et au sénateur Éric Bocquet, qui a fait, avec M. Dominati, un travail absolument remarquable. Le Premier ministre s'en est entretenu ce matin avec les élus communistes. Et de tout cela, je veux dire que nous tirons des leçons. Il n'est pas exact de dire que le gouvernement n'a pas agi, mais il est vrai de dire qu'il agira encore plus fort dans les temps qui viennent pour renforcer les outils contre l'évasion fiscale. D'abord, rappelez ce que nous avons fait et qui va dans le sens de vos propositions. Dans la loi de finances rectificative de la fin de l'année dernière, nous avons pris un paquet de mesures contre la fraude. Par exemple, la taxation d'office à 60% des sommes détenues à l'étranger non justifiées, mais aussi l'accès facilité au relevé bancaire des contribuables qui ont omis de déclarer des comptes bancaires ou des contrats d'assurance vie à l'étranger. Et de tout cela, nous tirons un objectif, c'est d'accroître, et ça a été voté d'ailleurs, d'1 milliard le rendement de l'action des services fiscaux au moyen de ces nouveaux dispositifs. Il faudra aller plus loin et vos propositions y contribuent évidemment. Je pense à la lutte contre le blanchiment qui est fondamentale. Dans le cadre de la loi bancaire, nous avons pris, vous étiez là, je m'en souviens fort bien, une décision forte s'agissant des paradis fiscaux. Le président de la République a annoncé hier qu'il souhaitait que ce soit étendu non seulement aux banques, mais à l'ensemble des entreprises. Et il faudra encore aller plus loin. Je pense aux révélations dites offshore links, qui montrent d'ailleurs que les paradis fiscaux, c'était loin d'être terminé, contrairement à ce que disait un ancien président de la République. Et dans le cadre européen, je veux agir pour aller dans ce sens-là. Concernant le secret bancaire, qui est un sujet sur lequel vous vous êtes également penché, on voit bien qu'il est en train de chanceler, qu'il est attaqué de tous côtés, et à juste titre. L'initiative que j'ai pu prendre avec mes collègues ministres des Finances des principaux pays de l'Union européenne vont dans ce sens. Elles ont déjà reçu un appui du commissaire en charge, le commissaire Semeta, mais pas seulement de lui. Et je constate qu'il y a des mouvements qui se font déjà au Luxembourg ou en Autriche, pays qui ont été extrêmement restrictifs. Et tout ça débouche pour moi sur la proposition que j'ai faite d'un FATCA, pardonnez-moi cet acronyme européen, c'est-à-dire un échange automatique d'informations. Donc, Madame la sénatrice, Mesdames et Messieurs les sénateurs, nous tiendrons compte des travaux de la Haute Assemblée pour aller plus loin, beaucoup plus loin, dans cette lutte qui doit être collective et unanime contre l'évasion fiscale.
Merci. La parole à François Marc pour le groupe socialiste et apparenté. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Pierre Moscovici, ministre de l'Économie et des Finances. Dans une de ses déclarations définitives dont il était coutumier, Nicolas Sarkozy avait annoncé le 24 septembre 2009, à la veille du sommet du G20 à Pittsburgh, je le cite, écoutez mes chers collègues, écoutez bien, Monsieur Sarkozy avait dit « Les paradis fiscaux, le secret bancaire, c'est terminé ». Près de 4 ans après, il est aujourd'hui clairement établi, en particulier après la publication par la presse des listes de comptes offshore, que cet optimisme était sinon trompeur, du moins prématuré, parce que le poids des paradis fiscaux reste considérable. Plus de 1 000 milliards d'euros sont perdus chaque année dans l'Union européenne en raison de la fraude et de l'évasion fiscale. Il faut le dire avec force, le secret bancaire et les paradis fiscaux sont le cancer de l'économie mondiale. Et il y a incontestablement urgence à agir. C'est dans cet esprit, mes chers collègues, c'est dans cet esprit que le jeudi 21 mars dernier, le Sénat a, lors de l'examen du projet de loi bancaire, durci les obligations de transparence des banques et voté un alourdissement des sanctions. On doit bien sûr se féliciter de la détermination du président François Hollande et du gouvernement à agir vite sur ces questions. Vous avez vous-même pris le problème à bras-le-corps, Monsieur le ministre, en enjoignant, vous l'avez rappelé tout à l'heure, au commissaire européen à la fiscalité, avec vos collègues allemands, britanniques, italiens et espagnols, de mettre en place un échange automatique d'informations bancaires entre les pays membres de l'Union européenne. Alors, que va-t-il se passer à présent? À quelle échéance? Quels pays seront concernés? Une action de l'Union européenne sur le modèle de la loi américaine dite FATCA qui imposera à toutes les banques du monde de divulguer les comptes détenus par des citoyens américains va-t-elle être entreprise? La France et ses partenaires pourront-ils engager un tel processus rapidement? Monsieur le ministre, sous la législature précédente, on a beaucoup parlé des paradis fiscaux, mais on a très peu agi. Il est nécessaire à présent de renverser la table. De quels moyens disposons-nous pour le faire? Merci, Monsieur Pierre Moscovici. Monsieur le rapporteur général, votre question est l'occasion pour moi de présenter de manière un peu plus détaillée les mesures qui ont été annoncées hier par le président de la République. En effet, contrairement à ce qui avait été affirmé avec un peu de précipitation, disons, les paradis fiscaux, ce n'est pas fini. Et quand on voit au contraire la publication de ces listes offshore leaks, on voit qu'il y a encore des conditions fiscales beaucoup trop avantageuses et l'existence d'un secret bancaire beaucoup trop épais dans un certain nombre de pays. Et tous ces événements nous incitent à agir davantage encore. Des mesures fortes, je le rappelais, ont été prises dès le changement de majorité, dès le collectif de l'été 2012, contre l'évasion fiscale des entreprises. Je viens de les mentionner en réponse à Madame Goulet. Comme vous le savez, et ça c'est un point que votre Assemblée a pu marquer avec beaucoup de force, une disposition qui figure dans le projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires que vous avez adopté récemment va apporter une réponse forte. Et quand je dis forte, je dis unique. Et quand je dis unique au monde. C'est-à-dire qu'elle prévoit que les banques françaises devront rendre publique chaque année la liste de toutes leurs filiales, partout dans le monde, par pays, ainsi que leur activité. L'ensemble de ces informations seront publiques. Elles seront divulguées aussi aux ONG, dont le rôle est très important dans ce champ-là. Mais il faudra aller plus loin, c'est ce qu'a dit le président de la République, et faire en sorte que ce soit aussi valable pour les entreprises. Aller plus loin, ça veut dire aussi prendre les mesures nécessaires pour mettre fin au secret bancaire. Et je veux abonder évidemment dans votre sens à nouveau. Nous sommes aujourd'hui dans un système où il y a les échanges qui sont à la demande. Et si, tout à l'heure, M. Marini voulait dire qu'il y a encore trop de secrets bancaires, que les coopérations internationales sont trop difficiles, ou que les conventions sont trop peu efficaces, surtout quand on les restreint, je suis d'accord. C'est pour ça qu'il faut substituer à ce système un système d'entraide automatique, d'échange automatique. C'est ce que j'ai déjà proposé, c'est ce que l'Union européenne, j'en suis sûr, finira par adopter. Enfin, autre action essentielle,
la liste des paradis fiscaux fixée chaque année par le gouvernement sera revue, non plus seulement en fonction de la signature de la convention d'échange d'informations, mais aussi en s'attachant à la réalité de leur évaluation pays par pays. Et le président de la République a dit à quel point il était ferme sur ces questions. L'objectif, il est clair, et je le redis devant vous. Non, les paradis fiscaux, ce n'est pas fini. Et dès lors que ce n'est pas fini, ça veut dire que lutter contre les paradis fiscaux, c'est un combat. Mais ce combat, la France le mènera. Elle le mènera dans le cadre français, dans le cadre européen, dans le cadre international. Et avec la volonté qui nous anime, nous le gagnerons. Merci. La parole à M. Albéric de Montgolfier pour le groupe UMP. Merci. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Madame la ministre chargée de la décentralisation. Et elle porte bien évidemment sur le projet de loi de réforme des collectivités et également sur ses conséquences sur nos budgets locaux. Puisque face aux multiples protestations dans les rangs de la majorité, mais également à l'approche de quelques échéances électorales, le gouvernement a décidé, lors du Conseil des ministres d'hier, de scinder le premier projet, en 3 textes qui portent respectivement sur les métropoles, sur les régions et sur les solidarités territoriales. Ce saucissonnage du texte sur la décentralisation est critiqué sur de nombreux rangs, y compris par le président de la commission des lois, que je vois ici, et je le cite, qui dénonçait dès le premier projet un objet législatif allant dans tous les sens et accordant des compétences à géométrie variable. Et qui a regretté, Monsieur le Président, sur ces bancs la semaine dernière, ce découpage. Ces 3 textes accordent, Madame la Ministre, la priorité dans le calendrier préalimentaire, une priorité aux métropoles. Nos communes, nos départements seront donc évoqués en dernier. Madame la Ministre, en donnant la priorité aux métropoles et aux grandes agglomérations, vous risquez de faire reposer le développement du pays sur le seul fait urbain. L'Assemblée des départements de France, qui est d'ailleurs présidée par un élu de votre majorité, condamne un texte, là aussi, citation, qui considère nos territoires comme un sujet annexe. Par ailleurs, le gouvernement a annoncé la baisse des dotations, 4,5 milliards d'euros, auxquels il faut ajouter, c'est une estimation de la DGCL, 802 millions d'euros de moins au titre des normes. Un groupe de travail du comité des finances locales s'est d'ailleurs réuni au Sénat ce matin pour évoquer cette question. Mais comment répondre à cette question de la baisse des dotations alors même que nous ne connaissons pas à ce stade les futures compétences? Comme l'a très justement souligné Éric Doligé, mon voisin aujourd'hui, le premier texte à étudier aurait dû être celui de la clarification et de la simplification des compétences. Alors que les élus locaux avaient condamné, c'était le cas dans les états généraux de la décentralisation, avaient condamné la complexification croissante des textes, quelle est la cohérence du séquençage de cette nouvelle réforme? Comment nos concitoyens, comment les élus peuvent-ils comprendre les annonces multiples, parfois contradictoires du gouvernement? Quel est enfin le calendrier exact de la réforme de ces textes et en particulier le calendrier de l'examen du dernier texte qui sera consacré aux communes et aux départements? Madame la ministre, je crois que les élus ont besoin de clarté. Merci. Madame Anne-Marie Escoffier, ministre chargée de la décentralisation. Monsieur le Président, Monsieur le sénateur de Montgolfier, la question que vous venez de me poser me donne l'occasion de vous apporter des réponses aussi précises que possible sur l'état des travaux que nous avons conduits. D'abord, peut-être préciser que la volonté du gouvernement, une volonté affirmée, déterminée, c'est d'aller vers un texte qui soit un texte de clarification, un texte d'efficacité, un texte de maîtrise des dépenses. 3 objectifs que nous avons inscrits dans ce texte, avec la volonté de toujours le faire dans le cadre d'une véritable concertation, d'un vrai dialogue que nous avons voulu avec vous, dans le cadre des États généraux de la démocratie territoriale, mais aussi avec l'ensemble de nos élus partenaires et qui nous ont apporté des éclairages tout à fait indispensables. Alors, le texte qui a été présenté au Conseil des ministres, vous dites saucissonné, monsieur le sénateur. Non, je ne reprendrai pas le mot. Je dis que nous avons un texte unique, un texte qui est un vrai pacte, un pacte de la démocratie, un pacte de décentralisation et de réforme de l'action publique qui ne dissocie pas
les collectivités territoriales de l'État, mais qui apporte cette cohérence indispensable pour que l'action publique tout ensemble ait un véritable sens pour les citoyens. Un texte donc je dis, de clarification, d'efficacité, de maîtrise des dépenses. Et j'y viens, parce que la maîtrise des dépenses est un objectif auquel nous sommes tous attachés. Nous avons dit l'effort et toutes les collectivités ont accepté de participer à cet effort lors d'une réunion tenue par le Premier ministre le 12 mars dernier. Une réunion au cours de laquelle nous avons inscrit les principes d'un pacte de confiance et de responsabilité, pacte que nous écrirons ensemble et qui permettra de mesurer dans les dotations comment faire les économies, qui doivent être des économies à hauteur de 1,5 milliard, c'est vrai, pour l'année 2014, repris en 2015. Un effort sur lequel nous essaierons de faire peser sur l'ensemble des collectivités territoriales, en veillant à ce que la péréquation serve l'intérêt des moins favorisés par rapport aux plus favorisés. Rien ne nous échappera dans ce travail, ni sur les dotations, ni sur la péréquation, ni sur la fiscalité. Je veux vous assurer, en tout cas, de la détermination très forte qui est la nôtre, de faire en sorte que les textes que nous attendons et dont nous avons besoin puissent intervenir dans tous les cas. C'est notre objectif avant les élections prochaines de l'année 2014. Pour le premier et le deuxième texte, il nous faut y parvenir avant la fin de cette année. Voilà les assurances que je voulais vous apporter, Monsieur le Sénateur. Merci. La parole à Madame Christiane de Montes pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur Michel Sapin, ministre du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Monsieur le ministre, la crise économique que nous traversons est grave, très grave, avec ses conséquences sur la destruction d'emplois. Des centaines de milliers d'emplois ont été détruits. Et puis son corollaire, les chômeurs, l'augmentation du chômage. Plus de 3 millions de personnes aujourd'hui en France ne travaillent pas du tout, dont plus de la moitié qui sont au chômage de longue durée, c'est-à-dire depuis plus d'1 an. Après l'action, ou plutôt l'inaction en faveur de l'emploi du précédent gouvernement, je le rappelle, qui prônait le travailler plus pour gagner plus, avec ses conséquences en matière d'injustice entre ceux qui avaient un travail et ceux qui n'en avaient pas, vous avez décidé, sous la responsabilité du président de la République, de travailler, d'agir pour le travail pour tous. Le président de la République a fait de la lutte contre l'emploi sa priorité, la priorité nationale. Vous avez, Monsieur le ministre, avec l'ensemble du gouvernement, décidé de mettre en œuvre un certain nombre d'actions pour justement lutter en faveur du travail et contre le chômage. Vous l'avez fait avec une méthode, la méthode du dialogue social. Un certain nombre de mesures ont déjà été prises. Les emplois d'avenir pour favoriser l'accès au travail des jeunes sans qualification. Les contrats de génération pour permettre aux entreprises de recruter des jeunes en CDI tout en maintenant dans l'emploi des travailleurs âgés. Nous travaillons aujourd'hui sur la sécurisation des parcours professionnels, la sécurisation de l'emploi. Nous aurons l'occasion d'y revenir la semaine prochaine. Pour autant, Monsieur le ministre, le chômage ne se résorbe pas comme ça. Nous avons toujours plus de 3 millions de chômeurs. Vous avez décidé, et le Premier ministre nous l'a dit, vous avez décidé de recruter davantage d'agents du service public de l'emploi et particulièrement à Pôle emploi. Pouvez-vous nous dire, Monsieur le ministre, comment auront lieu ces recrutements, à quel moment, et surtout, et je pense que ça intéresse l'ensemble de mes collègues sénateurs, comment vous allez répartir ces agents recrutés sur l'ensemble du territoire. Merci. Pour répondre au plus près aux besoins de nos concitoyens chômeurs. Merci. Monsieur Michel Sapin, ministre du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle.
Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices, Madame la sénatrice, je ne reviendrai pas, les Français le connaissent et le vivent tous les jours, sur les désastres que provoque socialement cette accumulation depuis plus de 5 ans, mois après mois, de l'augmentation du nombre des chômeurs. Il faut agir, nous le faisons. Nous le faisons avec des outils nouveaux. Les emplois d'avenir pour les jeunes sans emploi, sans formation. 500 000 jeunes sans emploi, sans formation. Jamais la République ne l'avait connu. C'était de votre temps. Nous agissons. Les contrats de génération, vous l'avez décrit. Aider un jeune à rentrer dans une entreprise, quelle que soit sa qualification, tout en utilisant l'intelligence, l'expérience, la capacité de transmettre son savoir du plus âgé qui lui aussi restera dans l'entreprise en question. La loi sur la sécurisation de l'emploi qui sera bonne pour l'emploi et mauvaise pour les licenciements et dont nous aurons à discuter ici point par point, et j'attends beaucoup de ces explications pour permettre à ceux qui n'auraient pas encore compris tous les éléments de progrès de cette loi de les apprécier et à partir de là de les soutenir. Et puis, Madame, vous avez eu raison de parler de ce grand service public, le service public de l'emploi. Parce que qui rencontre le chômeur? Qui a en face de lui le drame? Qui a en face de lui celui ou celle qui cherche une explication, une recommandation, une information? Ce sont ces hommes et ces femmes qui sont là, dans les agences de Pôle emploi, qui vivent au quotidien les difficultés des chômeurs et qui leur apportent des solutions concrètes. Moi, je veux leur rendre hommage. Je veux leur dire que grâce à eux, pour un grand nombre de chômeurs, il y a des solutions et qu'ils supportent aussi, par ailleurs, les difficultés que ces chômeurs peuvent vivre dans leur vie quotidienne. Oui, le gouvernement a décidé l'année dernière d'autoriser Pôle emploi à embaucher 2000 emplois supplémentaires en contrat à durée indéterminée, alors que vous en aviez détruit 1800 dans les années qui ont précédé. Nous avons considéré qu'il fallait renforcer encore ces moyens. Cette année, nous avons autorisé, le Premier ministre a autorisé la création de 2000 emplois supplémentaires. Ça fait 2 plus 2, 4. Et Pôle emploi fait un effort sur lui-même pour faire en sorte qu'un certain nombre d'emplois qui étaient dans l'administration soient tournés vers chacun des chômeurs. Ce sont donc 6000 personnes de plus qui vont enfin pouvoir rencontrer les chômeurs et apporter des solutions, tenter de leur apporter des solutions. Ce sont plus de 20% d'augmentation des effectifs de Pôle emploi au contact avec les chômeurs. Oui, ça passe aussi par cela. La bataille pour l'emploi, la bataille contre le chômage, la diminution du nombre de chômeurs, ce que nous obtiendrons d'ici la fin de cette année, ça passe aussi par le dévouement des hommes et des femmes qui, au sein de Pôle emploi, font face aux difficultés et apportent des solutions. Merci. La parole est à présent à Monsieur Gérard Cornu pour le groupe UMP. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif. Monsieur le ministre, chaque jour, notre pays s'enfonce un peu plus dans la crise. Une crise économique d'abord, mais aussi morale. Alors que la République exemplaire, promise par le président Hollande, a vécu et est enterrée dans les conditions calamiteuses que l'on sait, alors que le Sénat débat depuis des jours sur un sujet dit du mariage pour tous qui divise les Français et dont l'urgente nécessité continue d'échapper au plus grand nombre, j'ai envie de vous poser la question essentielle. Où va l'économie française ? Pendant ce temps, en effet, les dernières prévisions passées, inaperçues, traduisent une réalité économique alarmante. Croissance zéro en 2014, déficit budgétaire de 4,5%, endettement proche de 100% du PIB, déficit extérieur et chômage accru, et cela sans aucune garantie de reprise en 2015. Que fait le gouvernement? Après ArcelorMittal et l'arrêt des hauts fourneaux de Florange décidé en ce moment, lundi, c'est l'équipementier automobile Heuliez qui annonçait son dépôt de bilan. 280 emplois sont menacés. On apprend ce matin que Heuliez est placé en redressement judiciaire. Un sursis. Cette affaire, en tout cas, dans un secteur très durement touché par la crise, est exemplaire, hélas, pour ne pas dire symbolique,
de l'incapacité de ce gouvernement à apporter des réponses efficaces à des réalités économiques qu'il ne connaît pas et auxquelles il tente d'appliquer des solutions idéologiques. Monsieur le ministre, on ne peut vouloir tout et son contraire, taxer et décourager les automobilistes et en même temps se plaindre que la filière automobile va mal. Il faut être cohérent. Au-delà du cas Heuliez, ce sont de nombreuses petites entreprises sous-traitantes qu'on appelle les équipementiers de deuxième rang qui irriguent l'ensemble de notre territoire et qui souffrent par manque de commandes et donc de travail. Ces petits patrons n'en peuvent plus et toute la filière est en danger. La précédente majorité avait mis en place des mécanismes de soutien avec raison et lucidité. La question, s'il vous plaît, Monsieur le cher ministre, collègue. pouvez-vous nous préciser les actions que vous entendez mener pour préserver non seulement Heuliez, mais aussi toute la filière automobile? Très bien, merci. La parole à Monsieur Montebourg, ministre du Redressement productif. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Cornu, vous évoquez la filière automobile et vous évoquez à juste titre, sur un point, le cas de ces entreprises invisibles, celles dont on ne parle pas, qui ne sont pas les constructeurs donneurs d'ordre, qui sont dans nos territoires et qui subissent par contre-coup les affaiblissements de marché. Ce n'est pas seulement la France, c'est toute l'Europe. C'est une question européenne. Moins 16 en Espagne, moins 20 en France, moins 22 en Italie, même en Allemagne, nous sommes à moins 5. Le seul endroit où cela progresse est au Royaume-Uni. Mais partout ailleurs, et particulièrement dans les pays de la zone euro, les affaissements de commandes, la diminution de la consommation y est générale et structurelle. Et les questions de taxation que vous évoquez n'y sont d'ailleurs pas corrélées. Qu'est-ce que le gouvernement fait? D'abord, des mesures d'urgence. Je voudrais vous donner quelques exemples de la façon dont nous organisons le sauvetage, non pas pour le sauvetage, mais parce que nous voulons préserver nos outils industriels, nos savoir-faire, nos technologies, nos ingénieurs, autant que nous le pouvons. Et tout le monde accepte autour de la table, le CIRI, les commissaires au redressement productif, dans les préfectures, des sacrifices. Bien sûr, les salariés, les premiers, qui perdent leur emploi, pas tous, nous essayons de conserver le plus possible, les actionnaires, l'État qui abandonne une partie des créances, les créanciers qui en abandonnent aussi, et nous faisons finalement face pour maintenir notre tissu industriel, c'est notre stratégie à l'allemande. Je prends quelques exemples de succès. Silinx à Charleval dans l'Eure, nous avons sauvé avec les constructeurs. MBF Technologies dans le Haut-Jura, nous avons sauvé la fonderie d'aluminium qui était menacée de disparition. C'est un succès avec les constructeurs. Je veux parler de Sora dans le Loir-et-Cher, l'Ille-et-Vilaine, la Mayenne, 500 emplois préservés, rachetés par Forestia, avec des équipementiers de rang 1. C'est un travail au cas par cas. Nous connaissons des succès, parfois des échecs, parfois des demi-succès ou des demi-échecs. Alors, monsieur le sénateur, maintenant, vous évoquez les questions macroéconomiques d'ordre général. Bien sûr, nous nous battons pour la réorientation de l'Union européenne, ce qu'a dit le président de la République, pour la croissance. Nous avons été élus pour cela parce que, précisément, nous avons connu la récession pendant 5 ans. Et vous qui ne semblez pas vouloir louer les efforts du gouvernement, je voudrais vous dire, monsieur le sénateur, que les 600 milliards de dettes que nous avons à rembourser, elles ne sont pas tombées par l'opération de la Sainte Vierge. Elles sont tombées parce qu'il y a des gens qui ont vécu au-dessus de leurs moyens. Et je crains que vous ayez soutenu certains gouvernements qui aient commis quelques abus en la matière. 1 million de chômeurs de plus en 5 ans, 600 milliards de dettes de plus en 5 ans, 70 milliards de déficit du commerce extérieur en 5 ans. Monsieur le sénateur, la modestie pourrait être la manière d'aborder les sujets qui nous sont communs. Merci. Merci. La parole à Madame Catherine Tasca pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, Madame la ministre de la Culture, depuis plus de 2 décennies, l'exception culturelle est un principe fondamental de la politique culturelle de la France que nous avons constamment soutenu de ce côté-ci de l'hémicycle.
L'expression, souvent brocardée et qualifiée de lignes Maginot, ne vise évidemment pas à affirmer une quelconque supériorité de la culture française. Elle exprime la volonté politique de faire en sorte que les productions culturelles, les œuvres de l'esprit, ne sont pas des marchandises comme les autres et ne peuvent pas être soumises aux seules règles du marché. Ce principe s'est imposé dès l'après-guerre pour le cinéma avec la création du CNC, outil de soutien à la production originale française face à la toute-puissance du cinéma américain. Depuis, cette nécessité a été reconnue bien au-delà de nos frontières. La France, avec les autres pays francophones, a joué un rôle moteur dans l'adoption par l'UNESCO en 2005 de la Convention sur la diversité culturelle. Jusqu'ici, jamais l'Union européenne n'a mis en cause cette exception. Aujourd'hui, s'annonce à l'initiative de la Commission, guidée par une vision ultralibérale du marché, la négociation d'un accord de libre-échange entre les États-Unis et l'Union européenne qui, pour la première fois, n'exclurait pas de son mandat de négociation les biens et services culturels. Quand on sait que l'industrie cinématographique et audiovisuelle américaine n'a pas cessé de contester nos réglementations en la matière, tous ceux qui sont attachés à l'identité culturelle, à la vitalité de la création originale autant qu'à son poids économique en termes d'emploi, ne peuvent qu'éprouver une grande inquiétude et une indignation devant cette initiative de la Commission. Fort heureusement, le Président de la République et le Gouvernement, par votre voix, Madame la Ministre, et celle de la Ministre du Commerce extérieur, Madame Nicole Bricq, qui sera en première ligne pour cette négociation, ont affirmé sans réserve leur opposition à toute tentative de réintroduire l'audiovisuel dans un accord de libre-échange. Face à la nouvelle donne du développement d'Internet et du numérique, Madame la Ministre, pouvez-vous nous dire quelle place tient l'exception culturelle dans votre politique et quelles initiatives vous comptez prendre avec vos collègues européens pour barrer l'initiative funeste de la Commission? Merci. La parole est Madame Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication. Monsieur le Président, Madame la sénatrice Catherine Tasca, vous l'avez dit, avec Nicole Bricq, nous sommes fortement mobilisés contre ce projet funeste de la Commission européenne de revenir sur une position solide, stable, vieille de 20 ans au minimum, du temps des premiers accords du GATT sous la présidence de François Mitterrand. Ce principe, il est partagé largement sur ces bancs. C'est celui de l'exception culturelle. Ce principe de l'exception culturelle, ce n'est pas une exception culturelle française, c'est la préservation de mécanismes de financement de la culture et en particulier de l'audiovisuel qui permettent d'échapper à la seule loi du marché, qui permettent d'échapper à la seule loi de la libre concurrence. Parce que les produits culturels, les produits audiovisuels ne sont pas des marchandises comme des autres, vous l'avez dit. Ils véhiculent une vision du monde, ils véhiculent une vision de la société. Ce sont des instruments aussi de puissance, de rayonnement. Et puis, il faut le dire, il faut le rappeler, parce que trop souvent c'est sous-estimé, ils sont facteurs de croissance et ils créent des emplois en France et en Europe. La Commission européenne elle-même, pas plus tard que la semaine dernière, a sorti une étude qui indique que plus de 3,3% du PIB européen provient des industries culturelles et 3% des emplois. Alors ne laissons pas notre marché ouvert à tous les vents, et en particulier au vent venu des États-Unis. Bien sûr, nous aimons le cinéma américain, mais nous n'avons pas envie d'être envahis par des productions audiovisuelles américaines qui pourraient être bradées sur nos marchés pour la simple et bonne raison qu'elles sont déjà amorties sur le marché américain. Ce serait extrêmement dangereux pour l'ensemble de nos concitoyens, extrêmement dangereux pour les citoyens européens qui sont attachés à un principe aussi, c'est celui de la diversité culturelle, car l'exception culturelle est au service de la diversité culturelle. Et donc le président de la République l'a dit, l'a affirmé avec force, il ne laissera pas la Commission européenne brader ce principe essentiel, celui de l'exception culturelle. Et dans le cadre des négociations qui s'ouvrent entre l'Union européenne et les États-Unis, il est hors de question
que la France revienne sur ce qui fait le cœur de sa conception et de sa vision du monde et de la société, ce principe de l'exception culturelle. Nous avons pour cela le soutien des parlementaires dont vous faites partie, l'Assemblée nationale comme le Sénat, et l'Assemblée va prendre une proposition de résolution sur ce sujet qui va nous permettre, à Nicole Bricq et à moi-même, d'être encore renforcés dans nos positions vis-à-vis de nos collègues européens. Nicole Bricq portera cette position lors des discussions et moi-même je la porterai lors du Conseil des ministres européens de la culture au mois de mai. Je vous remercie de votre soutien. Merci, mes chers collègues. Nous en avons fini avec les questions d'actualité au gouvernement. Je vais suspendre la séance. Voilà donc pour cette séance des questions d'actualité au gouvernement. On se retrouve tout de suite avec nos invités pour refaire ensemble la séance. On refait la séance après les questions d'actualité au gouvernement. Une séance particulièrement agitée ici au Sénat. C'est rare de voir une ambiance aussi tendue, électrique à la Haute Assemblée. Il faut dire que peut-être les débats autour du projet de loi mariage pour tous électrisent un peu les esprits ici au Sénat. En tout cas, on va en parler avec nos premiers